En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. P.O., comment ça va? Richard, ça va comme si c'était Noël parce que aujourd'hui, c'est l'une des journées les plus chargées de la saison des résultats financiers en bourse à New York. Là, t'en as, toi, Écoute, là, des regarde ça, est-ce que t'entends des documents à lire. T'entends les piles de documents et de rapports trimestriels d'entreprises. Alors, si on veut prendre le pouls des géants technologiques, les Facebook, les Alphabet, Google, les Microsoft de ce monde, c'est aujourd'hui que ça se passe, Richard. J'ai eu 15 minutes top chrono avant de venir te voir pour disséquer les résultats financiers de ces géants du web. Est-ce que ça va bien pour eux? Question quiz pour toi. Penses-tu que ça va bien? Je pense que ça va pas mal bien. Écoute, je pense qu'ils ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Et j'en discutais avec l'oracle de Dolbeau juste avant d'entrer en ondes. Oh! Alors, comment va-t-il? L'oracle de Dolbeau se porte très bien. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce petit investisseur futé, bien connu par des gens d'affaires à Montréal et des gens des médias. Et l'oracle de Dolbeau est en pèlerinage, Richard. Il est en direction de Dolbeau. Il était à Robertval lorsque je l'ai eu au téléphone et je lui ai justement parlé des résultats financiers des géants du web et il m'a remercié. Il m'a dit, ça fait ma journée. Avec mes placements, je vais payer aisément mon plein d'essence vers Dolbeau. Et je t'explique pourquoi. On va commencer, par Alphabet, la maison mère de Google et YouTube notamment. Alors, au dernier trimestre, donc pour une période de 3 mois, Alphabet a engrangé des revenus records de 102 milliards de dollars. 102 milliards de dollars. Et c'est la première fois que Google franchit la barre des 100 milliards de dollars en un seul trimestre. Un trimestre. Et tu prends un exemple. YouTube. Quand on écoute YouTube, il y a de la publicité. Alors, en publicité, sur 3 mois, ils ont dégagé 10 milliards de dollars. Tu sais, quand on parle de la crise de nos médias locaux... Ça, c'est des milliards de dollars qui ne vont pas dans les médias traditionnels. Qui ne vont plus dans vos journaux de quartier, qui ne vont plus dans les quotidiens qui traitent de votre réalité ou les postes de radio et de télévision qui vous accompagnent au quotidien. Alors, 10 milliards de dollars pour YouTube. Puis quand on regarde le rayon des dépenses, là, c'est astronomique, Richard. Cette année, Google va dépenser 91 milliards de dollars en dépenses de roulement. 91 milliards de dollars en intelligence artificielle, en développement technologique. Donc, c'est vraiment énorme. Et quand on regarde les résultats des autres géants de la techno, Microsoft, des revenus de 78 milliards de dollars, alors qu'on s'attendait, les analystes s'attendaient à 75 milliards, donc c'est 3 milliards de plus, une croissance de 18 % sur un an. L'action de Microsoft est en hausse de 28 % depuis le début de l'année, et seulement dans l'info nuagique, ce qu'on dit le cloud, là, c'était une croissance de 40 % des revenus en un trimestre. Donc, ça va très bien chez Microsoft. Bémol chez Meta. Meta a vendu énormément de publicité sur Instagram et sur Facebook. Là. Les revenus sont à 51 milliards de dollars en 3 mois. C'est en hausse. On s'attendait à 49 milliards, donc c'est pas mal plus que les attentes. Mais le titre est en baisse de 8 %. Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'avec le Big Beautiful Bill de Donald Trump, il y a une facture d'impôt qui s'ajoute chez Meta. Elle est évaluée à 16 milliards de dollars. Donc, les investisseurs sont un peu étonnés de cela. Ouch. Et Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, dépense aussi. Il y a une grosse carte de crédit. 70 milliards d'investissements en intelligence artificielle et en développement chez Meta. Donc, autant ces géants-là font énormément d'argent, des gonzillions, comme tu le dirais, mais en même temps, on le voit, ils dépensent énormément pour gagner cette course vers l'intelligence artificielle. Mais là, il y a une entreprise qui vient de briser un record du jamais vu. NVIDIA. NVIDIA, là, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est quoi ça? NVIDIA, il fabrique des puces. Des puces qui sont nécessaires à l'intelligence artificielle. Alors, quand tu as des robots conversationnels comme ChatGPT ou quand tu es, je sais pas, tu es une banque puis tu veux installer un logiciel d'intelligence artificielle, ça te prend de la puissance informatique. Et cette puissance-là, elle est dans les puces que développe NVIDIA, qui est devenue aujourd'hui la première entreprise dans l'histoire de la planète à dépasser le seuil des 5 000 milliards de dollars en valeur en bourse. 5 000 milliards. Alors, en français, on dirait 5 billions. En anglais, on dit 5 trillion, 5 trillion. Alors, les trillions, il faut les traduire en billions. C'est pas des termes avec lesquels nous, les journalistes économiques, les chefs d'antenne, on est habitués de jongler, mais désormais, ça fait partie de la nouvelle réalité. Et pourquoi? Parce que cette entreprise-là, Richard,
elle fait des annonces tous les jours, tu sais, des annonces majeures. Je vais te donner les 24 heures d'hier, OK? Ça a commencé, NVIDIA a annoncé un partenariat avec le département de l'énergie aux États-Unis. Ensuite, NVIDIA a annoncé une commande de 7 superordinateurs de la part du gouvernement fédéral américain. Ensuite, ils annoncent des partenariats avec Hyundai pour intégrer des puces d'IA éventuellement dans les véhicules et avec Samsung. Puis, en fin de journée, ils disent « Ah, en passant, on a pris une participation d'$1 milliard dans Nokia qui fabrique des infrastructures de 5G, donc, entre autres, dans les télécommunications. » Alors, le rythme des nouvelles en intelligence artificielle est énorme. Je viens de vous en glisser un mot avec les dépenses des géants du web qui veulent gagner la course, qui achètent des puces, qui achètent des technologies et qui en profitent. C'est entre autres et surtout NVIDIA, qui est ce fabricant de puces. Ils fabriquent des choses. Ils fabriquent les puces. Des objets, là. Des puces. Et leur saint Graal, c'est la puce Blackwell. C'est un peu le summum de la puissance informatique. Et en ce moment, les Chinois n'achètent pas ces puces-là en raison des tensions commerciales. Et au cœur des discussions qui auront lieu dans quelques heures en Corée du Sud entre Donald Trump et le président chinois, il y a les ventes de puces Blackwell. Parce que les Américains voudront-ils que les Chinois détiennent la même puissance informatique pour développer des outils éventuellement qui pourraient se retourner contre eux, contre les adversaires de la Chine? Alors, il y a tout ce bras de fer à la fois technologique et géopolitique qui est fascinant. J'aimerais ça voir leur quartier général. Ça doit être quelque chose comme bureau, ça. Et sur 5 ans, Richard, NVIDIA, qui était une entreprise que personne ne connaissait dans le public là, il y a 5 ans, là, l'action, si vous achetiez une action d'NVIDIA, vous avez fait 1500 % de rendement sur 5 ans. Richard, je connais un gars, là, il a mis 25 000 $ pour vrai? Il y a quelques années. Le gars peut... Ça lui donne combien aujourd'hui? Écoute, j'ai pas fait le calcul. Mais il peut arrêter de travailler. On est dans les millions, là. Il est indépendant, là. Alors, cette entreprise-là a connu une croissance absolument folle. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'annonces, tout le monde veut intégrer l'intelligence artificielle, les constructeurs automobiles, les fabricants d'électroménagers. Alors, tout le monde aura besoin de ces puces. Et voilà pourquoi NVIDIA devient la première entreprise dont la valeur dépasse les 5 000 milliards de dollars. Écoute, si tu prends toutes les entreprises cotées en bourse à travers le monde, Richard, et que tu en enlèves 40, c'est la valeur d'NVIDIA. NVIDIA vaut autant que tout le marché boursier mondial, à l'exception de 40 entreprises. C'est donc énorme. Écoute, là, on va parler des vraies affaires. Oui. 28 octobre 2025, c'était hier. Mm-hmm. Une journée où il y a eu une révolution dans le milieu des médias. Tu as animé le 22 heures sans cravate. Alors, comment ça s'est passé? Les commentaires? J'ai reçu beaucoup de commentaires. Pour vrai? Richard, pour de vrai, j'ai reçu des courriels, des messages Facebook, des gens du public qui ont apprécié, Richard. Oui, le côté laid back, comme on dit en anglais. Le port de la cravate, c'est quelque chose qui, pour le téléspectateur, peut paraître anecdotique, mais par expérience, ça suscite énormément de commentaires. Tu sais, les gars, on se fait rarement parler de nos vêtements en ondes. D'ailleurs, il y a une expérience qui a déjà été menée par 2 chefs d'antenne aux États-Unis, 2 co-animateurs, un homme et une femme. Ils se sont dit, on va s'habiller pareil tous les jours jusqu'à ce que quelqu'un du public le note. Alors, le gars, évidemment, c'est pas assez inaperçu. La chef d'antenne, ça a pris une journée, puis elle a reçu des commentaires. Vous êtes habillé pareil que la veille. Le gars, il n'y a personne qui a réagi sur un mois. Il y avait le même complet bleu. Alors, les gars, on se fait rarement parler de nos apparats, mais le port de la cravate, il y a quelque chose de sensible. À un moment donné, j'avais changé mon nœud de cravate, Richard. J'avais un nœud Windsor. Et Pierre Bruno, à un moment donné, m'avait dit... Tu devrais opter pour le nœud simple. C'est un nœud qui est un nœud qui est un petit peu plus croche. Les Italiens parleraient de sprezzatura, donc un style un peu plus décontracté. Et j'avais changé mon nœud de cravate, Richard. Et puis avec peut-être un peu... Et j'avais reçu une avalanche de courriels de gens qui me disaient « Ah, vous avez le même nœud que Pierre Bruno, j'aime pas votre nœud de cravate. » J'avais donné ces courriels-là à Pierre en disant « Je retourne à mon vieux nœud. » Et j'ai essayé, Richard. Je l'essaye cette semaine. Pourquoi, toi, qui portes si bien la cravate? Tu portes bien la cravate, puis t'en as des belles en maudit. Puis j'ai des proches qui sont contre, qui me disent... Pourquoi, à un moment donné, tu as dit « Ben écoute, je slack la cravate. » Je suis allé dans un certain nombre de soirées récemment qui, habituellement, requerraient le port de la cravate et plus personne ne la portait. J'aime bien la porter dans des moments plus solennels. Tu fais une soirée électorale, il y a des moments qui pourraient l'exiger. Par contre, comme je combine 2 émissions
à vos affaires, qui est une émission d'affaires publiques un peu plus décontractée, et un bulletin de nouvelles nationales qui exige un peu plus de formalité, je me dis de quelle façon je peux arrimer un style vestimentaire qui corresponde aux deux émissions. Et là, je suis en phase test. Je te l'avoue, je l'avoue. Je suis vraiment dans le registre de la confidence avec toi et nos auditeurs. Et madame, je réfléchis. Madame trouve ça comment? Oh, madame a moins d'opinion. Je sais que mes parents nous écoutent à la radio. Mes parents sont contre, Richard. Ah oui. Ouais, tu vois, j'ai des collègues qui sont vraiment pour. Mes patrons sont pour l'abandon du port de la cravate de ma part. Donc, je suis en réflexion, puis j'invite les auditeurs qui nous écoutent à m'écrire. Écrivez-moi sur Facebook. Écrivez-moi dans les commentaires si la vidéo se ramasse sur YouTube. Écrivez-moi à Cube. Envoyez-moi un courriel à zappa@tva.ca pour ou contre le port de la cravate. Est-ce que vous m'en voulez d'abandonner la cravate? Il y a deux personnes qui portent bien la cravate. Je trouve que c'est Francis Gosselin et toi. Vous portez super bien la cravate. Mais j'aime le port de la cravate. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne à tout jamais, mais on fait des tests, puis j'aime la flexibilité que le public me permet d'avoir. Je sais pas si c'est une crise de quarantaine, mais il a abandonné son char. Un char à essence, il achète plus en ligne, il porte plus la cravate. Il va arriver bientôt avec un petit anneau dans le nez, je sais pas. Comme j'ai 38 ans, la bonne nouvelle, c'est que cette crise-là pourra attendre un peu, Richard. On t'écoute sans cravate ce soir, bien sûr, 22h.